J'arrive pas à écrire, j'en ai marre. T'écris quoi? Mon TPE. Pourquoi t'irais pas voir directement les concernés? Mais oui, excellente idée. Bonjour, monsieur Marx. Parlez-nous du communisme. En premier lieu, on peut dire que le communisme, c'est trois choses. Un système, un mouvement, mais surtout une idéologie. Le communisme, c'est un mouvement basé sur le partage, ainsi que sur l'inexistence des classes sociales. Et cela s'oppose au capitalisme, qui lui encourage une séparation sociale et un individualisme fort. Contrariant à une croyance populaire, être communiste ne veut pas dire tout donner, mais juste être altruiste et soutenir les plus démunis en ayant une répartition des richesses plus équitable. Le mot communisme et le mot socialisme sont construits autour de la racine socius, qui veut dire commun. Cette idée de partage a presque toujours été dans le cœur des hommes. Mais le mouvement est réellement né au XIXe siècle, porté par M. Engels et moi-même. Quant à son apogée, elle fut portée par Lénine en 1917, lorsqu'il fonda l'URSS après la Révolution d'Octobre. Et encore à notre époque, notre idéologie est toujours présente, voire forte, dans certaines parties du monde. Merci, monsieur Marx. Et au revoir. Bonjour, monsieur Engels. Parlez-nous du communisme. Enchanté. Malheureusement, il n'y a jamais eu d'application concrète de l'idéologie communiste dans un État. La meilleure application de l'idéologie fut en 1917, lors de la Révolution russe. Mais déjà, dans l'Antiquité, Platon avait imaginé une société communiste, et au XVIe siècle, des mouvements en marge du catholicisme avaient fondé des micro-sociétés communistes. Plus tard, dans les auteurs des Lumières, certains partageaient aussi des idées d'une société égalitaire, comme a dit mon ami et collègue Karl Marx. Pour nous, le communisme n'est pas un état des choses qu'il convient d'établir, un idéal auquel la réalité devra se conformer. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses. Car pour nous deux, le communisme est une nécessité, et non pas un but à atteindre. Sans le communisme, nous courons à notre perte, car le système actuel n'est fonctionnel que pour un temps. Celui-ci, plus le monde avancera, plus il deviendra bancal et creusera les inégalités sociales. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Engels, et au revoir. Oh. Ouah, j'ai appris plein de trucs sur le communisme. C'était super intéressant. Bon, par contre, j'ai pu parler à aucune femme. Ça, c'est dommage. Coup ? Il te reste quoi du coup ? Eh bah... j'ai rien sur la guerre froide. Ben... Bon, ok, j'y vais. Bonjour Monsieur Khrouchtchev, bonjour Monsieur Kennedy. Parlez-nous un peu de la guerre froide. Eh bien, tout d'abord, en 1946, à la fin de la guerre, nous, les communistes, avons décidé de nous replier, car la pression qui était mise par les États-Unis était trop forte. Ainsi, jusqu'en 1955, les États-Unis ont entre guillemets dominé le conflit. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas profité de cet avantage. Oui, je dois bien reconnaître une erreur tactique. Mais si nous avons dominé, c'est bien grâce à l'intelligence dont nous avons fait preuve dans la récupération des territoires européens. Puisque nous avions de notre côté les pays les plus puissants, comme la France et l'Angleterre, ainsi qu'une grande partie de l'Allemagne, ce qui est une victoire symbolique. Mais en 1955, au début de la guerre du Vietnam, des tensions se sont créées. En effet, car dans les années 1955 à 1962, de nombreux événements majeurs de la guerre froide se sont produits. Comme par exemple le début de la course à l'armement, notamment l'armement nucléaire, qui mènera ensuite à la dissuasion nucléaire. Mais aussi le début de la course à la Lune, puisque en 1957, nous avons envoyé le premier satellite en orbite, puis en 1960, le premier homme dans l'espace. En 1962 s'est produite la crise des missiles de Cuba, et les Américains subissent leur première vraie défaite face aux communistes. Puisque, en effet, l'URSS avait décidé de soutenir Fidel Castro pendant sa lutte contre les États-Unis. Et puis, après la fin de la crise de Cuba, les tensions s'apaisent. Seule la guerre du Vietnam continua du côté des USA. Mais les deux côtés des pays voulaient leur indépendance. En France, le général de Gaulle souhaitait s'éloigner du bloc de l'Ouest et devint neutre. Tandis que la Chine souhaitait prendre ses distances avec l'URSS. Mais en 1975, la situation s'inverse.
nous subissons une défaite cuisante et rapide contre le Vietnam, alors que nous dominions de nombreuses années, et que nous avions planté en 1969 le drapeau américain sur la Lune. Après cette défaite, les États-Unis ont commencé à perdre la confiance de leur peuple qui était déjà divisé. Je pense notamment au mouvement hippie. Avec cette défaite, aussi bien sur leur territoire qu'à l'étranger, les États-Unis ont remis une pression sur le reste du monde en brandissant leurs armes nucléaires. Et tandis que les deux blocs dépensaient des sommes folles dans la recherche et le développement de techniques plus ou moins douteuses, certains pays, notamment au Moyen-Orient, ont commencé eux aussi à développer l'arme nucléaire. En Afghanistan, par exemple, la guerre civile éclata entre les indépendantistes afghans et les soviétiques, ce qui poussa les deux blocs à entrer dans une nouvelle guerre. L'Afghanistan fut une défaite pour l'URSS. En 89, le mur de Berlin tombe, le bloc soviétique s'effondre économiquement et militairement à cause de certaines tensions internes et des pays voulant leur indépendance. En 91, l'Allemagne est réunifiée, les deux blocs ont disparu et la guerre est enfin finie après plus de 44 ans, de 1945 à 1991. Bonjour Monsieur Gorbatchev, bonjour Monsieur Reagan, parlez-nous de la guerre froide. Rappelons avant tout que cette guerre a duré plus de 44 ans. Ainsi, pendant ce laps de temps, et pendant certaines guerres comme celle de Corée ou du Vietnam, les armes les plus importantes étaient la propagande et la manipulation d'informations. Il y a 3 raisons pour lesquelles les médias étaient les plus utilisés. Ce sont des endroits de diffusion d'idées, il n'y a que très peu de limites à celle-ci, et l'info se propage très bien dans les autres pays car elle est difficile à contrer. C'est pour cela que le média est un outil de guerre à part entière. Cette propagande fonctionnait car les médias, radios, journaux et cinéma étaient subventionnés par les États respectifs de chaque camp. Ainsi, tout avait une signification politique, des projets spatiaux aux projets artistiques. De 1950 à 1954, le sénateur Joseph McCarthy lança une chasse aux sorcières afin de débusquer les agents infiltrés et plus largement les communistes et les sympathisants aux États-Unis. Nous, Américains, avons d'ailleurs justifié notre utilisation de la propagande comme arme idéologique, au service donc d'une idée, d'un point de vue. Et tout ceci en disant qu'il fallait à tout prix contrer la menace soviétique. Pour ce faire, nous avons mis toutes nos ressources journalistiques aux mains de la United States Information Agency, qui est l'agence d'information américaine qui fut créée en 1953. Nous avons cependant décidé d'appeler ça de la diplomatie publique et non de la propagande, le mot étant fort. Le but de l'USIA était de comprendre, informer et influencer le public des pays étrangers en vue de promouvoir l'intérêt national américain et restaurer une entente entre les nations. Étendre donc la propagande aux pays étrangers. Dans l'USIA, il y avait toutes les activités publiques de la propagande, comme les magazines, les films, les bibliothèques, mais surtout les radios que nous avons utilisées à des fins de propagande. Merci Monsieur Gorbatchev, merci Monsieur Reagan. C'est super, j'ai plein d'infos sur la guerre froide. Cool, mais il manque pas un truc pour ton TPE ? Bah si, le cinéma, mais là j'y retourne. Messieurs, bonjour, parlez-nous de la propagande communiste américaine. Les films de propagande américains sont apparus après la Première Guerre mondiale, avec par exemple A Scrap of Paper. Le cinéma de propagande américain a beaucoup évolué pendant la Seconde Guerre mondiale, pour lutter contre Hitler notamment. Mais avec la guerre froide, c'est toute une vague de cinéma de propagande anticommuniste qui débute. Cette période de propagande durera pendant très longtemps, toute la guerre froide. Même aujourd'hui, on peut en voir dans certains films comme World War Z par exemple. Cela est évidemment plus discret et surtout du cliché plutôt que de la propagande, mais quand même. Beaucoup de sagas entières ont été construites pendant la guerre froide et sont donc souvent liées à l'anticommunisme, comme les Rocky, notamment le 4, ou les Rambo, surtout le 2 et le 3. Tout est fait pour dégrader les Russes à cette époque. Et on se rend bien compte que plusieurs thèmes de dispute entre les deux parties se retrouvent dans le cinéma. Notamment la conquête spatiale ou la technologie. Les Russes sont représentés comme des robots sous un trait très robotisé, quand les Américains sont représentés avec de l'émotion et un facteur très humain, censé les rendre supérieurs. Tout en réduisant les Russes, le cinéma capitaliste américain glorifie ce même système, ainsi qu'une figure de la famille parfaite et de l'homme fort.
Cette figure est popularisée par Reagan, entre autres. Le film est un outil très puissant et très important de la propagande soviétique et communiste. Les dirigeants s'en servaient beaucoup. Parmi les films les plus célèbres, on peut citer Cuirassé Potemkin ou Octobre, voire même Les Derniers Jours de Saint-Pétersbourg, réalisé par moi-même. Ces films datent d'avant la guerre froide et montrent que les soviétiques étaient déjà en avance en termes de propagande. Et ils ont donc pu fidéliser en quelque sorte le peuple russe pour que celui-ci ne soit pas choqué d'en retrouver lors de la guerre froide. Pour le cinéma, pendant la guerre froide, les Russes ont beaucoup essayé de montrer la grandeur du pays plutôt que de ridiculiser les ennemis. Ainsi, beaucoup de films de propagande russe sont à la gloire du pays. Mais quelques-uns tentent quand même de rendre monstrueux le capitalisme, notamment le film d'animation American Imperialist, The Millionaire, datant de 1963. En URSS, nous utilisons beaucoup le dessin animé, car celui-ci a une valeur éducative et touche tout le monde, non surtout les enfants. Il est d'ailleurs plus facile de représenter une idée sous forme d'analogie dans un dessin animé que dans un film. Eh bien, merci pour ces précieuses informations. Bonjour monsieur Daquin, dites-nous, y a-t-il eu une mauvaise représentation des communistes au cinéma? Bien sûr qu'il y a eu une mauvaise représentation du communisme. De nombreux cinéastes américains ont fait des films qui critiquent, voire qui insultent le communisme. Certains furent forcés, mais d'autres l'ont fait de leur plein gré. On peut notamment citer Howard Hawks et son The Thing from Another World en 1951. L'extraterrestre pour représenter le communisme qu'il faut à tout prix éliminer. D'ailleurs, le martien est rouge, ce qui est une expression qui explique clairement les sentiments ressentis avec les films de l'époque. Associer un scientifique à un russe nous pousse à nous méfier des scientifiques. D'ailleurs, le scientifique porte une chapka, ce qui est une représentation, ce qui est simple et qui est dans le cliché. La chapka est russe et le russe est donc associé à un monstre. Même de très grands réalisateurs s'y sont essayés, comme Hitchcock avec son Tom Curtain en 1966. Un blond héros américain face à l'Allemagne de l'Est, grise, triste et violente. Représentation moins simpliste, mais très orientée et très mensongère. Certains films avaient également une seconde lecture, plus ou moins explicite, comme le très célèbre The Invasion of Body Snatchers par Don Siegel, sorti en 1956, ainsi que son remake par Kaufman en 1978. Les gens qui se transforment en zombies sont une représentation de la crainte des personnes de cette époque, qui avaient peur que n'importe qui puisse aider les communistes, et par conséquent être l'ennemi. Encore une fois, ici, le soviétique est représenté par une chose très malfaisante. Bonjour monsieur Tarkovsky, qui et dans quel contexte y a-t-il eu une bonne représentation des communistes au cinéma? Évidemment qu'il y a eu de bonnes représentations. Le problème, c'est qu'elles sont moins restées dans les mémoires et surtout plus confidentielles, car le cinéma soviétique n'était pas exporté hors de l'URSS. Ceci dit, il fut extrêmement prolifique et très aidé. Lénine disait lui-même, alors que le cinéma était encore dans ses balbutiements, « Le cinéma est pour nous, de tous les arts, le plus important. » Car cet art était celui accessible à tous et auquel les gens y étaient le plus sensibles. Et cet amour est resté dans l'URSS post-Seconde Guerre mondiale. Et certains réalisateurs ont même su rester dans les mémoires, comme Bondarchuk et son incroyable Guerre épée en 1966. Le cinéma russe de la guerre froide est un cinéma d'auteur, en opposition au cinéma américain, qui favorise les surproductions et la démesure de plus en plus outrancière. De plus, après la mort de Staline et l'arrivée de Khrouchtchev, le cinéma de propagande changea de visage. Bien que prenant toujours les valeurs du socialisme, il montre aussi un ennemi pouvant venir de l'intérieur, comme dans Quand passent les cigognes, où le cousin est un être horrible qui représente un danger venant de l'intérieur, même si tout au long du film, les valeurs du socialisme sont bien présentes. Merci messieurs et au revoir. Bah te voilà enfin, c'est pas trop tôt. Vu le temps que t'as mis, j'ai déjà eu le temps d'avancer sur le projet avec les infos que tu m'avais déjà données. Et puis en plus, j'ai plein d'infos sur le cinéma là. Bah et plus qu'à aller bosser, puis notre TPE il sera parfait. Ouais, je pense.